Chers amis téléspectateurs, en cette veille de Noël, TV Liberté nous offre un joli moment de musique et de littérature avec la participation d'un grand flûtiste, Guy-Claude Luypart. Bonsoir Guy-Claude. Bonsoir. Guy-Claude est un flûtiste, fils de musicien, qui a été dans la classe de Jean-Pierre Rampal, qui a reçu le premier prix de flûte dans la classe de ce dernier. Il a aussi reçu le premier prix de la classe de composition de Tony Aubin et il joue dans le monde entier jusqu'à Tokyo. Il va nous jouer l'allemande de Bach et un morceau de Debussy, puis un morceau de sa composition. Il va aussi illustrer un conte de Jean de la Varande, un conte de Noël, le Saint-Esprit de Monsieur de Vintimille. Guy-Claude, à vous. Le Saint-Esprit de Monsieur de Vintimille, conte de Noël de Jean de la Varande, chez Via Romana. Monsieur le marquis de Vintimille s'habillait, ou plutôt, ses gens commençaient de l'habiller. Il était alors dans une chambre blonde qu'un grand feu rosissait. On venait de minutieusement le frotter à l'esprit de vin. C'est ainsi qu'à cette époque ingénieuse, on nommait encore l'alcool. Et le nom était joli, qui voulait dire la liqueur active, sublimée par les flammes et les alambics. Puis on le poudrait des pieds à la nuque, de talc à l'ambre, qu'on ponçait ensuite de linge doux circulairement. Les linges doux ne sont qu'une batiste tissée depuis 100 ans, est devenue si délicate qu'au bout de quelques jours, il ne reste qu'une charpie mousseuse aux doigts des valets. Monsieur de Vintimille, avant de courir la guerre ou l'amour, se faisait ainsi pelotonner, tel était le terme, et il attribuait à ses soins raffinés sa valeur gaie et sa réussite souriante. Sur son corps bruni, on distinguait des taches, des traînées roses ou blêmes,
des épidermes qui, luisants, frisaient, tranchaient sur sa matité, des saillies paussières ou des ravinements. C'étaient ces blessures reçues en duel pour lui, à la bataille, pour le roi, à cheval pour Monsieur Saint-Georges. Un stigmate plus sombre lui creusait le sein droit et gagnait les côtes. Le coup de pique qu'il avait percé il y a 3 morts en chargeant à la tête de commissaire général le meilleur régiment de l'armée. Cela le gênait encore pour respirer à fond. Mais on ne voyait pas les blessures de son cœur. 3 habits attendaient, étalés sur des fauteuils. 3 ensembles complets, depuis le tricorne jusqu'aux souliers à boucles, sans oublier l'épée de baleine assortie. Monsieur de Vintimille choisit le vêtement d'argent, au bas gris et à l'épée de strass, parce qu'il aimait les habits couleur du temps, et qu'on était au soir du 24 décembre, avec plein de neige sur la terre. Il était convié chez sa nouvelle tendresse pour ce medianoche qu'on commençait d'appeler réveillon. Un souper gras qu'on ne peut entamer qu'à minuit, les lendemains de vigile. Vintimille se montrait évidemment tout à fait philosophe et fort incrédule, mais il n'eut rien résigné de ses devoirs d'État. C'est ainsi que pour se rendre chez Madame de Prie, à travers 3 lieues de neige, il n'emmènerait qu'un tout petit postillon et 2 chevaux. Les chevaux, avec la Noël, doivent se reposer et les gens prier. Le marquis ne résista point à passer son cordon bleu et à épingler sur sa poitrine le Saint-Esprit de joaillerie qu'on venait de lui livrer. Vintimille avait été compris dans la dernière promotion des chevaliers de l'ordre, et cela était encore une nouveauté pour celle qui, bientôt, allait avoir sur lui les plus tendres des droits. Il était encore que soupirant, mais soupirant comblé, et rien n'est trop beau pour faire sa cour. S'il avait été chez la reine, n'eût-il pas arboré toutes ses décorations et tous ses joyaux? D'ailleurs, il mit le cordon bleu sous l'habit, ce qui est de moindre apparat. Et qu'elle y faisait bien, cette frémissante et cassante moire céruléenne. Et quel lustre donnait à sa poitrine la décoration brillante, l'éclatante étoile à 8 pointes pleine de diamants, où planait la colombe rituelle d'émail, les ailes écartées. Cela ajoutait le dernier précieux à cette tenue hyperboréenne, un peu couleur de glace, floconneuse de gel, avec ses houpettes d'argent, ses prétentailles de givre et son irradiation de cristaux. Sans cela, sans le cordon bleu et la plaque, mais il aurait eu l'air de quelque bonhomme de neige, d'un Père Noël, et quand même à 32 ans. Pour diminuer la gravité de l'insigne et l'alléger encore, Monsieur de Vintimille se fit apporter 3 roses de Noël, 3 ellébores qu'il glissa parmi les rayons de l'étoile. Ainsi, l'Esprit Saint, dispensateur et maître de tout le savoir du monde, allait emporter sur ses ailes, et grâce à son chevalier nouveau, les pauvres petites fleurs humaines de la folie. En avant, Vintimille! Le marquis sortit dans la nuit noire, magicienne des étoiles. Il faisait grand froid tout autour, la campagne craquait et se contractait. Vintimille était revêtu d'une peau d'ours blanc, et son jockey s'emballait lui-même d'une grosse fourrure d'agneau. Le marquis volait entre les champs dans une de ces voitures découvertes qu'on appelait des soufflets et qui paraissaient une conque. Ses chevaux étaient blancs aussi. Il les avait ramenés de Moscovie. Ils aimaient la neige. Le postillon claquait du fouet, exultait de mener, lui tout seul, avec ses petits 13 ans, son maître chez sa belle amie. Derrière les roues, pétillaient, cinglaient des glaçons. La lune n'était pas levée encore,
étant dans ses derniers quartiers. Orion se hâtait vers l'ouest avec ses 4 grandes étoiles et son baudrier étincelant. Le marquis, soudain, s'amusa d'imaginer les constellations, suivant les figures qu'on leur donne, et sur le bleu profond du velours firmamental, il distingua le géant Orion, levant sa massue dans une chair vaguement rose et faiblement couleur d'améthyste. Il vit le cygne s'élever sur 2 ailes en perles bleuissantes. Il distingua le zodiaque comme un grand cercle incliné, tout rempli d'êtres et d'objets, dans une luminescence soufre. La voûte déborda d'images, de corps, d'animaux, de formes toutes criblées d'étoiles, qui même, pour la chevelure de Bérénice, modéraient suavement leurs émaux translucides. Les amours du marquis débutaient sous le signe de la chèvre, mais lui-même, étant né sous celui du Sagittaire, saurait darder ses flèches. On était parti fort tard, et la vaste plaine neigeuse s'animait. On eût cru que les étoiles traînaient jusqu'à terre, multipliées en scintillations roses, en groupes plus humbles. Dans cette veillée de Noël si pure, on aurait pu, semble-t-il, prendre les astres et les cueillir du bout des doigts, comme un lapidaire. Les étoiles avaient-elles roulé sur les étendues neigeuses? Mais non, c'étaient des lanternes et les paysans en marche vers les églises. Il y aura, pensa le marquis, ce soir, dans toutes les chapelles du royaume, une messe de minuit, une crèche et des nouveau-nés en cire. Comme on croisait un groupe, les chevaux s'étonnèrent un peu. « Tiens les bons, Barabas !» cria Vintimille. « Marchez, monsieur le marquis !» fit le gosse. « Je les ai à la main et à la botte !» Mais ils étaient trop forts, ces chevaux, pour le marmouset, et trop avoinés, ces coureurs de steppe. Dans un tournant, ils tombèrent au milieu d'un groupe de pèlerins qui chantaient. Les étalons firent un à gauche, fougueux, et l'attelage quitta la route qui se voyait à peine. « Nous voilà partis dans les étoiles », songea Vintimille, tandis que le soufflet faisait raquette sur les sillons blancs. Le marquis était trop homme de cheval pour sauter d'une voiture qui s'imballe. On reste à bord, comme un commandant de navire. Cramponné au balustre, il admirait l'excellence des ressorts. Ce fut le timon qui cassa, et Vintimille se retrouva un peu loin de sa banquette, dans un beau gros tas de neige que le vent, aurait-on dit, lui avait spécialement préparé. Tout de suite, la voiture fut entourée de monde. Le petit Barabas pleurait de rage en reniflant, mais le marquis riait. Il paraît qu'il y avait aux environs un homme de l'art. La voiture partit, convoyée par 20 sauveteurs. Vintimille regarda autour de lui. Dans la plaine immense, une série de fenêtres ogivales luisait rouge. À un quart de lieue, l'église attendait ses fidèles, toute seule dans la nuit. « Tiens, songea le marquis, je m'en vais donc moi aussi prier Dieu, il y a longtemps. » Quand il arriva dans sa fourrure blanche, il trouva une nef pleine de monde et chaude. Soucieux de ne pas prendre une place qui l'eût contraint, car il ne comptait pas assister aux 3 messes, quand même, il se maintint résolument sous le porche, comme un mendiant.
bien que les rangs s'ouvrissent pour le faire monter. Il apaisa les bonnes volontés et s'empara d'une chaise un peu bancroche, mais qui tenait. Cela ne sentait pas trop la ferme. Il y avait l'encens, les cierges et une odeur de forêt plus forte que tout. Ah, pensa-t-il, ce sont les sapins coupés et piqués pour la crèche. Il se haussa sur la pointe des pieds et vit dans le transept de gauche l'amas des arbres verts où sans doute se dissimulait le reposoir traditionnel. Il sourit. Dans sa petite enfance, combien de fois, lui aussi, élevé à la campagne chez son grand-père, le maréchal, n'avait-il pas aidé le précepteur et ses cousines à façonner la montagne de papier et à placer l'enfant, les animaux, Joseph, Chenu, Marie, tout en voile, et les bergers et les rois mages. 20 ans de cela. Et depuis, il avait quitté la maison pour l'académie, la cour et l'hôtel des pages. 21 ans, et tout le monde qu'il chérissait alors avait disparu. Minable église, mais ce soir, pleine à crever, luisante comme une salle de bal, évidemment avec plus de chandelles que de cire, des herses de chandelles dont le suif fondait un peu trop vite, mais qui éclairaient en fumant. Cela sortait de la fabrique paysanne, ainsi que ces guirlandes de houx, pendues aux murailles, et qui devaient décorer comme ces roses en papier de soie qui, prodiguées, arrivaient quand même à donner un air de fête. Il se sentit encore au bout des phalanges les piqûres du houx qu'on enfilait sur une cordelette, et dont il avait fabriqué tant de toises, les filles s'occupant de la fleur. Chez qui était-on ? Chez les gentilshommes campagnards de petits états, assurément, des hobereaux qui restent entre eux. Le grand seigneur se cantonnerait dans son coin, soucieux d'éviter une hospitalité certaine, mais dont, s'il profitait, il devait faire oublier la modestie, l'inconfort, l'empressement, bon Dieu. Pas tant d'amabilité personnelle, connue, se tapir. Mais tout sceptique qu'il fût, il ne s'ennuyait pas. La ferveur de tout ce monde lui émit agréable, et quand il vit monter le jeune prêtre en chair, il fut conquis. Qu'on aurait fait un brave petit soldat avec ce lévite. Il était rouge d'émotion en contemplant son église tellement remplie, si brillante et parée. Et il promettait les joies célestes et temporelles à son auditoire de si grand cœur qu'on avait envie de lui crier « Mais oui, monsieur le curé, bien entendu !» Quand on chanta, le marquis se surprit à sonner de la basse. Le cantique lui rendait ses 10 ans, ses joies de Noël, ses cadeaux attendus. Et dominant de la tête, marchant la mesure comme un pas militaire, il en tenait, il est né le divin enfant. Mais on chuchotait devant lui, tout près, et attendant le moment de paraître, pour le baisement au nouveau-né, des bergers encombraient le porche, de vrais bergers, portant dans leur houppelande des agneaux qui bêlaient parfois. C'est une ancienne coutume normande, comme ces 2 rois mages en costume de Thabis et d'Andrinople, couronne en tête, et qui s'agitaient beaucoup. Balthazar, noirci au charbon, interrogeait fiévreusement Gaspard. Gaspard qui semblait inquiet. Melchior ne venait pas. Et eux aussi, ils devaient monter gravement à travers l'église au moment de l'offerte. Ils sortaient, guettaient, rentraient découragés. Hélas, pensa Vintimille,
Sûrement, Melchior s'est bu. Il court la campagne et n'arrivera que pour l'épiphanie. Les mages manqueront. C'est que l'instant approchait et que Melchior n'apparaissait point. Balthazar, dégoûté, se passait la main sur son front noir et mâchait des injures. C'est que l'instant fut. Les bergers s'étaient rangés en file et allaient partir. Piteux, Balthazar et Gaspard se placèrent. Si seulement on avait eu les vêtements de l'absent, mais le drôle vagabondait en manteau de lustrine et camaille de lapin. Départ. Hélas, les rois mages ne seraient que deux. Impossible. Du coup, Vintimille se leva. Vintimille jaillit de sa peau d'ours, saisit l'encensoir que le roi absent aurait dû présenter, et il apparut dans sa splendeur. « Marche donc !» Et les mages furent trois, devant les yeux effarés de toute l'église. Oh, le dernier roi mage. Oh, le beau Vintimille avançait dans son triomphant costume de cour. Les dentelles moussaient, les pierreries étincelaient parmi les cantilles d'argent, les passements, les paillons, les frisures et les bouillonnés, les boutonnières et les boutons de diamants jetaient des feux au reflet des chandelles. La poignée de l'épée brasillait. Sur le cœur, le Saint-Esprit de joaillerie formait une irradiante étoile. La haute taille somptueuse de Vintimille dépassait tous les autres qui semblaient chétifs, surtout que le marquis, en service, avait coiffé son bonnet à la tartare, sa toque d'un demi-pied en astrakhan blanc, d'où filait, hors d'un pédoncule de grenat, une grande aigrette fouettante. Et sous l'ouverture de la veste, le grand cordon insigne. C'était bien plus que le roi, Melchior. C'était peut-être le roi de France, avec ses beaux yeux marrons, sa lippe dédaigneuse et sa grande mine qui ne voyait personne, qui s'avançait ainsi, sorti de la foule sombre, miraculeux, éclatant, tout en lumière, qui entonnait d'une voix de basse taille « Nous sommes les rois mages », tandis que les pasteurs filaient d'une petite voix « Nous, de pauvres bergers », et que le marquis reprenait tonitruant « Nous apportons la myrrhe ». Vintimille monta jusqu'à la crèche dans un remous de stupeur. Tous s'étaient tus, et lui, arrogant et calme, il s'amusait, continuait de brailler son cantique. Il progressait, main haute, tendant l'ascensoir qui fumait. Mais quand il parvint à la crèche, la foule qui se reprenait répondit au refrain à casser les vitres, et le petit prêtre, en lui présentant l'enfant, se mordait les lèvres à pleurer. On avait installé le marquis le plus près de la crèche, contre les sapins, avec ses acolytes. Hélas, que l'église était pauvre. D'ici, on voyait toute sa misère, avec de grands trous dans la voûte de bois, par où le vent sifflait et agissait les cierges. Et quelle lamentable crèche! L'enfant Jésus jaunissait, bien vieux. Pas une figurine autour, ni Marie, ni berger, ni mage. Par exemple, un toit d'étable en chaume fort bien fait par quelques couvreurs en paille du pays qui savaient placer les tiges de seigle. Mais pas même une étoile dessus, l'étoile des rois mages, que jadis Vintimille allumait lui-même. Un lampion avec par-devant un astre en papier huilé. Vintimille regretta passionnément de n'avoir pas, comme roi mage, choisi l'or. Il eût versé sa bourse dans le plateau. Les ornements du prêtre eux-mêmes montraient leur fatigue à l'endroit où ils frottent contre l'autel. Quant au seigneur du lieu, il les voyait, un vieil uniforme et une robe datant de la Régence. Ah mon Dieu, vous étiez bien ici le maître des pauvres dans le dénouement de votre maison et de vos serviteurs. Mais ils paraissaient tellement heureux, chantaient d'un élan si fort, en tenant leurs yeux sur la grande silhouette d'argent qui touchait la crèche. Ils célébraient un renouveau d'espérance et de joie. Du fond de l'hiver et des glèbes mortes, ils refaisaient à nouveau un traité de paix contre le mal. Avec cette naissance,
C'était toute leur naissance qu'ils attendaient. Leur gloria sortait de l'âme. Monsieur de Vintimille se sentit un instant dépassé, mais non vaincu. Il venait d'avoir une idée qui le ranimait. Derrière lui existait un portillon qui lui cinglait fraîchement les mollets, derrière les sapins. Oui, il allait compléter son apparition par cette disparition. Il serait un peu sacrilège, mais Dieu lui pardonnerait en faveur du motif. Il attendrait la consécration, durant laquelle tous ces bons chrétiens-là baisseraient le nez. Puis, il sourit encore. Quand la sonnette retentit et courba tous les fronts, le marquis de Vintimille décrocha le Saint-Esprit de sa poitrine, se piéta sur son prie-Dieu, se dégagea, leva le bras, et à l'abri des sapins, il s'enfuit silencieusement, furtivement. Alors, quand les fidèles relevèrent la tête, ils virent bien que le plus beau des rois, Melchior, venait de s'envoler. Mais, au-dessus du toit de chaume, comme une vision, une étoile en brillant de 5000 écus luisait de tous ses gemmes sur la pénombre des blanches, la criblait de ses irisations, de ses crépitements fulgurants, avec au centre une colombe d'émail qui planait. Le personnage d'argent et de soie, l'être de scintillation et de pierrerie avait disparu. Il ne restait plus de lui que la planète éblouissante et le doux émerveillement des cœurs. Au dehors, les astres brillaient tant ils paraissaient bouger. En traversant le petit cimetière, le marquis de Vintimille sourit à Beltégueuse, salua bien bas l'unique Aldéraban. Pour sa poitrine, il cueillit un rameau de givre qui semblait lui aussi se cristalliser d'étoiles. Quand il apparut près du grand porche, Barabbas sursauta. Son maître était devenu un fantôme de neige. « Va me chercher ma pelisse » dit le marquis à son jockey. Il se vêtit. La voiture attendait, réparée avec ses attelles et ses roustures. « Nous rentrons chez nous, Barabbas !»« Comment ?» fait le petit. « Oh, nous n'allons plus à Plane ?»« Non, Barabbas, c'est comme ça. » Ils revinrent. En route, tous deux entonnaient au travers des plaines infinies. Il est né le divin enfant, résonnait au bois, résonnait musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup Guy-Claude. C'était Syrinx de Debussy. Vous avez entendu d'abord donc l'allemande de Bach, puis une sarabande, et puis une composition de Guy-Claude, et enfin donc ce Syrinx de Debussy. Mille et un merci, Guy-Claude Guypart, et chers amis de TV Liberté, à très bientôt, dès janvier, pour une nouvelle année avec TV Liberté.